Salut les jeunes. Ça boum? De nombreux personnages meurent dans les 8 épisodes de la chute de la maison Usher, et il y a beaucoup plus dans chaque mort qu'il n'y paraît. Voici toutes les morts expliquées, et c'est juste après ça. Rassemblant les œuvres autonomes d'Edgar Allan Poe en un seul récit cohérent, La chute de la maison Usher de Mike Flanagan présente une histoire effrayante sur l'avidité, la moralité, la mortalité et la nature inéluctable du destin. Dans sa représentation de ces éléments thématiques, la série d'horreur de Netflix adopte une approche sans faille pour décrire la mort des personnages. Dans chaque épisode, au moins un personnage de la famille centrale Usher fait face à une catastrophe. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, la série souligne qu'aucun des personnages mourants ne connaît une fin paisible et ne succombe à son sort de la pire des manières possibles. Cependant, en plus d'être difficiles à digérer, ces décès ont également une immense signification narrative dans le scénario global de la série. Et on commence avec Eliza Usher et William Longfellow. Eliza Usher porte le prénom de la mère d'Edgar Allan Poe, Eliza Poe. Dans la série, la santé d'Eliza se détériore soudainement, mais sa foi en Dieu ne diminue jamais. En conséquence, elle refuse de suivre un traitement pour sa maladie. Bien que la série ne révèle pas initialement ce qui lui est arrivé, Roderick Usher révèle plus tard qu'elle souffrait d'une maladie appelée cadasile. Les enfants d'Eliza, Roderick et Madeline, l'enterrent accidentellement vivante, un thème commun dans les œuvres d'Edgar Allan Poe. Dans la nouvelle L'enterré vivant, Edgar Allan Poe explore ses peurs d'être enterré vivant en soulignant l'obsession du narrateur de prendre toutes les dispositions du monde pour s'assurer qu'il est mort avant d'être enterré. Étant donné qu'Eliza, comme la mère d'Edgar Allan Poe, meurt au début, son récit semble également s'inspirer du poème de l'auteur Pour ma mère. En rappelant à quel point sa mère était chère à son âme, l'auteur exprime comment la disparition prématurée de sa mère l'a affecté, tout comme Roderick évoque la mort tragique de sa mère dans le premier épisode. Après qu'Eliza Usher se soit levée de son lit de mort, elle se dirige vers la maison de William Longfellow et le tue avant de succomber à sa propre maladie. Ses actions avant sa disparition soulignent que même si elle adorait loyalement Longfellow de son vivant, malgré le fait qu'elle ait été ignorée et maltraitée par lui, elle a trouvé la justice et la paix dans la mort en trouvant enfin le courage et la force de lui tenir tête. Bien que l'arc narratif de Longfellow et sa mort éventuelle ne fassent pas directement référence à des histoires ou à des poèmes d'Edgar Allan Poe, il partage apparemment des éléments thématiques avec les histoires de Poe, Ligeia et Morella. Continuons sur Annabel Lee. Annabel Lee est l'un des poèmes les plus déchirants écrits par Edgar Allan Poe, dans lequel il décrit l'amour éternel d'un homme pour une femme nommée Annabel Lee. Annabel Lee est également le nom de la première épouse de Roderick Usher, qui se suicide après qu'elle et Roderick se soient séparés, et Roderick acquiert la garde de leurs enfants. Des années plus tard, lorsque Roderick revient sur Annabel Lee et sa relation avec elle, il voit ce qu'aurait pu être sa vie avec son seul, véritable amour s'il n'avait jamais brisé son sens moral. Passons aux choses sérieuses, Prospero Usher. Dans une tentative désespérée de prouver sa valeur à son père, Prospero Usher entreprend de démarrer une entreprise de boîte de nuit. À sa grande consternation, Roderick méprise son idée et son QI pour diriger une entreprise. Désespéré de montrer de quoi il est capable, Prospero organise une soirée masquée dans l'une des installations abandonnées de l'entreprise de son père. Prospero suppose également que les réservoirs de stockage au-dessus de l'usine désaffectée contiennent de l'eau. Y voyant l'occasion de rendre sa fête plus fascinante, Prospero connecte les réservoirs aux arroseurs d'eau de son usine. À sa grande surprise, de l'acide sort des arroseurs, brûlant et tuant tout le monde sauf Morel, les gardes et les barman. La mort grotesque et le scénario du jeune Usher sont basés sur la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le masque de la mort rouge, dans laquelle un riche prince nommé Prospero lance un bal masqué dans son château alors que son royaume est ravagé par une peste. Cependant, les choses deviennent sombres lorsqu'un mystérieux personnage au masque rouge, comme Verna, arrive au château. À la fin de l'histoire, les participants au bal subissent le même sort que ceux de la reine de Prospero, symbolisant le fait que, quel que soit le pouvoir et l'influence, personne ne peut échapper à la mortalité. Continuons sur Camille Usher. Déterminée à retrouver l'informateur, Camille Usher visite le laboratoire animalier de sa sœur Victorine. Après avoir croisé Verna, elle-même symbole de la mort, Camille découvre que Victorine torture les chimpanzés en leur ouvrant la poitrine et en installant des appareils cardiaques expérimentaux sur leur cœur. Elle apprend également que sa sœur falsifie les résultats des tests en injectant de l'adrénaline aux chimpanzés et en les jetant impitoyablement après leur mort pendant les essais.
Cependant, avant que Camille ne puisse apporter ses nouvelles preuves contre Victorine à l'extérieur de l'établissement, Verna prend la forme d'un chimpanzé et l'assassine brutalement. La mort de Camille est parallèle au sort des personnages des meurtres de la rue Morgue. Elle sert de métaphore de la double nature de l'humanité, brouillant les frontières entre civilisation et brutalité animale. La cohérence narrative entre la mort de Camille et les meurtres de la rue Morgue met en évidence que, bien qu'ils appartiennent à une section hautement privilégiée de la civilisation humaine, Camille et les autres Ushers ne sont pas moins sauvage qu'un chimpanzé qui agit uniquement selon ses instincts primaires. Continuons sur Napoléon Usher. Comme le révèle le titre de l'épisode 4, Napoléon Usher est basé sur le narrateur de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le Chat Noir. Comme Napoléon, le narrateur de l'histoire tue le chat noir de son partenaire, Pluton, dans un accès de rage suite à une toxicomanie. Pour masquer ses remords, il ramène à la maison un autre chat noir similaire, mais se laisse progressivement consumer par sa culpabilité. En fin de compte, alors que Napoléon se suicide dans la poursuite insensée du chat, le narrateur de la nouvelle finit par tuer sa femme. Dans les deux contes, le chat ou Verna sont emblématiques de la conscience troublée des deux personnages et des conséquences inévitables de leur transgression morale. Autre mort compliquée, Dr Alexandra Ruiz et Victorine Usher. Après que Victorine et le médecin d'essai de son établissement se disputent sur l'éthique du test de leur appareil cardiaque sur des humains, Victorine s'emporte et jette un serre-livre sur Alexandra. À sa grande surprise, le serre-livre frappe la tête d'Alexandra et la tue. Dans ce qui suit, Victorine est tentée par des sons lourds et rythmés tout au long de l'épisode. Lorsque Roderick lui rend visite vers la fin de l'épisode 5, lui aussi entend le son et, en le suivant, découvre qu'il vient du cœur d'Alexandra avec le dispositif cardiaque. L'histoire de Victorine réinvente The Telltale Heart, dans lequel le narrateur est tenté par le bruit d'un cœur qui bat après avoir commis un meurtre motivé par une obsession. Comme Victorine, il devient tellement coupable et paranoïaque avec le temps qu'il commence à entendre un battement de cœur insupportable. Les deux personnages culpabilisés ont finalement du mal à donner un sens à leur réalité. Alors que Victorine se suicide, le narrateur de la nouvelle révèle ses crimes aux forces de l'ordre. Ce qui nous amène à Tamerlane Usher. L'arc de Tamerlane Usher adopte l'histoire du poème d'Edgar Allan Poe, Tamerlane. Comme Tamerlane dans le poème original, le personnage de la série pleure sa jeunesse perdue et lutte pour se sentir épanoui dans tous les aspects de sa vie. Sa quête pour en faire plus prend une tournure sombre lorsque la vision de Verna commence à la hanter et qu'elle la voit partout. En fin de compte, Tamerlane est tellement fascinée par ses visions que cela la conduit à son lit de mort, où elle brise un miroir au-dessus de son lit et meurt après qu'un éclat lui ait traversé le cou et le bas du dos. Maintenant, le cruel Frédéric Usher. Tout au long de l'épisode 7, Frédéric torture sa femme Morel après avoir réalisé ce qu'elle faisait à la rêve de Prospero. Cependant, son propre destin le rattrape lorsqu'il prend une overdose du même médicament qu'il utilisait pour paralyser et tourmenter sa femme alors qu'il démolit l'usine où Prospero a organisé sa soirée. Après que Frédéric soit tombé au sol à cause de l'overdose, Verna simule sa voix et ordonne à ses employés de démolir le bâtiment. Pour lui donner un avant-goût de sa propre médecine, elle fait également descendre progressivement une lame métallique en forme de pendule vers son corps pour lui faire vivre une mort lente et douloureuse. Comme le narrateur de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, The Pit and the Pendulum, Frédéric regarde, impuissant, le pendule qui se rapproche de plus en plus de son corps à chaque mouvement. Cependant, contrairement au personnage de la nouvelle, Frédéric ne s'en sort pas vivant. Avant de mourir, Verna lui dit clairement que son destin a longtemps été scellé par les actes répréhensibles de son père, mais qu'elle aurait pu lui donner une mort moins douloureuse s'il avait mieux traité sa femme. Maintenant, tristesse, Lénore Usher. Vers la fin, Lénore devient le seul personnage innocent qui meurt non pas à cause de ses propres péchés, mais à cause des décisions conséquentes prises par son grand-père, Roderick. Un flashback révèle comment Madeleine et Roderick avaient conclu un accord avec Verna selon lequel ils seraient prêts à sacrifier toute leur lignée pour atteindre le succès matériel. Verna respecte sa part du marché en tuant Lénore, comme le reste des Usher pour mettre fin à la lignée de Roderick. Elle lui offre cependant une mort sans douleur, car elle comprend à quel point la jeune fille ne mérite pas son sort. Après la mort de Lénore, la série présente une séquence du poème d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau, soulignant à quel point la culpabilité et le chagrin liés à la mort de sa petite fille hantent Roderick. Dans cette séquence, un corbeau dit sans cesse « plus jamais à Roderick », lui rappelant qu'il ne surmontera jamais ses remords d'être responsable de la mort de sa petite fille. La disparition prématurée de Lénore rétablit également la nature morbide du destin de chacun et le fait qu'il n'est pas toujours une conséquence de ses propres actions. Enchaînons sur Rufus Wilmot Griswold. Dans le Fût d'Amontillado d'Edgar Allan Poe, un homme nommé Montrésor subit 1000 blessures aux mains d'un connaisseur de vin nommé Fortunato et jure de se venger de lui. Lors d'un carnaval où Fortunato se déguise en bouffon, Montrésor l'attire dans les catacombes de sa famille en lui promettant de goûter un vin rare appelé Amontillado.
Une fois au fond des catacombes, mon trésor l'attache à un mur et l'enterre vivant en l'enfermant derrière une enceinte. Rufus Wilmot Griswold, l'ancien chef de Fortunato, avant que Roderick ne reprenne l'entreprise, rencontre la même chose que le fût de Fortunato d'Amontillado. Roderick et sa sœur Madeleine franchissent toutes les frontières morales pour se venger de lui en l'enfermant derrière un mur de briques. Avec cela, son costume de bouffon devient un symbole de l'humiliation et de la honte qu'il ressent dans ses derniers instants. Rufus Wilmot Griswold était également le nom d'un autre auteur et poète américain qui était le plus grand rival et critique d'Edgar Allan Poe. Comme Rufus dans la série, le poète a été tellement consumé par sa haine et son ego qu'il n'a cessé de nuire à la réputation de Poe jusqu'à sa mort à l'âge de 42 ans. En plus de s'inspirer du vrai poète et du fût d'Amontillado de Poe, le récit de Rufus Wilmot Griswold dans la série comprend également des éléments du poème d'Edgar Allan Poe, Les Cloches. Dans le poème, l'auteur décrit les cloches de fer comme un symbole de mort et de chagrin. La série utilise ces clochettes comme dispositif narratif pour préfigurer la mort de Roderick en décrivant comment Roderick est plus tard hanté par le son des clochettes sur le costume du bouffon. Terminons avec Madeleine et Roderick Usher. Madeleine et Roderick Usher sont basés sur les deux personnages principaux de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, La chute de la maison Usher. Leur mort vers la fin de la série imite celle de leur homologue de la nouvelle lorsque Roderick momifie vivante sa sœur en remplaçant ses yeux par des pierres égyptiennes royales bleues. Dans la scène finale, Madeleine se réveille de son lit de mort, comme sa mère, et s'effondre sur Roderick avant que leur maison d'enfance ne leur tombe dessus. Avant que Madeleine n'attaque Roderick, Roderick dit « jamais plus », lui rappelant qu'ils ne pourront jamais échapper aux conséquences de leurs décisions passées, bouclant ainsi la boucle de leur récit. Voilà, je trouvais ça normal de revenir sur toutes ces morts qui avaient quand même des gros liens avec un peu tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution.